On restera focus dans cette émission avec le basketball, la balle au panier, le développement et l'encadrement des jeunes. Dans cette discipline en République démocratique du Congo, la formation des jeunes, c'est très important pour l'épanouissement de la discipline dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans ces plateaux, je suis tenu compagnie avec l'un des rares journalistes de notre pays qui maîtrise le basketball. Ils ne sont pas nombreux parce que la majorité, si vous voulez les voir, il faut aller au gradin du stade de Martyr de la Pentecôte. Il s'appelle Prince Bachaïlé, coordonnateur de Youth Basketball DRC. Vous les connaissez bien. Bonjour Prince. Bonjour Daniel et bonjour à tous les téléspectateurs et bon dimanche. C'est un réel plaisir pour moi d'être encore sur ces plateaux et de partager un peu de connaissances pour le développement de la discipline. Voilà, autour de nous, un seul invité. C'est quand même un invité spécial, s'il faut le dire ainsi, que vous acceptez ou pas. C'est ça la réalité. Il est spécial parce qu'il est coach des Léopards Senior Michi Basketball de la République démocratique du Congo. Il a été parmi dans les staff techniques qui a été sacré champion de la FOCAN en 2019. Justement, FOCAN, on va y revenir ici dans cette émission. On parlera aussi sur la dernière ou les dernières prestations des Léopards à la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Philippines, Japon et Indonésie 2023. Vous les connaissez bien. Il s'appelle le coach Pierrot Ilunga. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour Daniel. Bonjour Prince. Bonjour à tous les téléspectateurs et bon dimanche à vous. Coach, la santé ça va? Ouais, ça va. Vous gardez toujours votre taille, la taille d'une gueule. Vous êtes élancé presque. Même assis. On l'appelle souvent 6 mètres. Ah, 6 mètres. Exactement. Oh. Quand vous êtes coaché par un monsieur comme ça, déjà élancé, c'est la peur. Ouais. Pas du tout, on est toujours calme. Voilà, dit calme, c'est sa façon. C'est avec cette ambiance qu'on va lancer cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est parti pour ces minutes des sports sur les antennes de votre chaîne. Voilà, ça y est, coach Pierrot, on va justement, comme je l'ai annoncé au début, revenir sur les prestations de Léopard, votre sacre à la FOCAN, ainsi que la formation des jeunes. Mais avant tout, même si dans le milieu sportif congolais, les milieux de basketball, on vous connaît déjà, mais j'aimerais dans ce plateau que vous puissiez d'abord nous parler de vous, parce que j'aurais appris que vous avez aussi joué du côté de l'Angola. Vous avez 2 minutes pour nous parler de vous, certainement, il y a certaines choses que nous, on ne maîtrise pas, c'est toujours très important pour les téléspectateurs. Ok, vraiment, je suis le coach Pierrot Ilunga, un ancien basketteur, bien sûr, qui a débuté sa carrière chez BC Fatima en 2e division dans la commune de Gombe où je suis né. Et c'est juste 3 ans après ma prestation en 2e division que je rejoins la Ligue de Kinshasa avec le BC Onatra, où j'ai évolué pendant 4 saisons. Et pendant ces 4 saisons, j'ai été champion du Congo toutes les 4 saisons. Et c'est après que je suis parti pour l'Angola, où j'ai été détecté par le professeur Marlo Palm, qui est l'entraîneur du temps de Primaire de gauche et puis de la sélection nationale angolaise. Et c'est de là que j'ai commencé ma carrière professionnelle, où j'ai évolué en Angola pendant 15 ans de carrière en Angola, avant que je revienne en 2015 à Kinshasa pour jouer encore une fois de plus avec le BC Onatra, où j'ai encore raflé une Coupe du Congo. Donc... Et c'est juste après la Coupe du Congo en 2015 que j'ai entamé ma carrière comme entraîneur en Angola dans l'équipe où j'évoluais. Donc j'étais le capitaine de l'équipe et j'étais en même temps l'entraîneur chargé des cadets et j'étais le troisième assistant chargé des pivots dans la première équipe où je jouais aussi comme pivot.
Voilà, c'est riche le parcours de ces coachs devenus aujourd'hui entraîneurs national, c'est toujours un honneur. Je rappelle que cette émission, c'est en co-présentation avec Prince Bacha. C'est avec lui qu'on va essayer de poser des questions pour vous permettre de comprendre toutes les choses concernant les baskets. Coach Pierrot, on va maintenant entamer la première thématique de notre émission concernant les basketball en RDC, surtout le développement, parce que vous êtes aussi formateur. Aujourd'hui, si on vous posait la question de savoir quel est le niveau du basketball de la RDC par rapport à d'autres pays, est-ce que nous avons les niveaux suffisants? Nous en avons, oui. Là, je le confirme, nous avons le niveau. Et deux fois, c'est pas visible parce qu'il n'y a pas peut-être un bon encadrement. Un bon encadrement vis-à-vis d'abord des encadreurs des académies et vis-à-vis des dirigeants qui contrôlent le basket, qui pouvaient aussi mieux nous encadrer parce qu'on a vraiment besoin de... Là, vous parlez bien sûr de la politique, au niveau de la fédération. De la politique au niveau de la fédération et puis de la ligue de chaque province qui devrait normalement accompagner aussi les académies qui sont là et chercher à savoir réellement qu'est-ce qui se fait dans les académies, qui est capable d'encadrer les jeunes, qui peut former, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui en RDC, c'est mon constat personnel, est que tout entraîneur qui commence comme coach va avec les enfants et commence à entraîner les enfants. Donc c'est comme la jungle où toute personne peut se réveiller, il appelle Exactement. Les enfants, il commence à encadrer. Si je peux le dire comme ça, en tout cas, je le dis avec sans attaquer qui que ce soit, mais c'est dans le souci du développement du basket. Il fallait vraiment normalement avoir un bon suivi dans les académies, savoir qui réellement doit s'occuper des enfants, qui est compétent, qui donne quoi aux enfants et comment. Ce sont des questions vraiment à développer. Oui, coach, est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous avez quand même relevé des choses très importantissimes, aujourd'hui, les problèmes de notre basketball, est-ce que c'est au niveau de la formation, tout simplement, ou bien au niveau des financements? Par exemple, le soutien au niveau du gouvernement? Bon, c'est sincèrement côté affaires politiques, subventions, accompagnement, je ne maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas, je ne sais pas, je ne peux pas dire des histoires que je ne maîtrise pas trop bien. Et je commence d'abord par me focaliser à la partie technique. Dans la partie technique d'abord, parce que même quand on est formé en basket, on nous le dit. Vous pouvez former, votre début de formation peut être fait sans moyens et s'adapter aux moyens de bord que vous avez. C'est d'abord ça, parce que je veux vous donner un exemple. Je suis formé en mini-basket. Oui. Et le mini-basket est tellement différent du basket ordinaire. Parce que d'abord, la taille des anneaux est différente, la grandeur du terrain est différente, la taille des ballons est différente. Mais non, imaginez que dans tous ces terrains que nous avons, nous trouvons des anneaux de 3,5 m. Et les tout petits là, 8 ans, 7 ans, 6 ans, 9 ans, n'ont pas assez de force pour faire arriver le ballon, par exemple, à l'anneau. Mais non, vous allez attendre qu'on vienne vous donner des cerceaux ou des anneaux spéciaux pour encadrer les enfants. Il faut s'adapter. Je ne pense pas. Il faut s'adapter. Il faut créer. Créer, ça ne coûte rien. Si aujourd'hui, je prenais par exemple un petit seau en plastique où je pouvais couper et attacher quelque part à un arbre pour donner plaisir à cet enfant-là de jouer. Ce sont des adaptations qui ne sont pas de bonne qualité, mais qui peut aider un enfant à développer son basket. C'est juste que chaque encadreur doit avoir une idée de créer quelque chose pour le développement et pour l'épanouissement de l'enfant. Oui, coach. Bon, une question un peu banale. Vous avez parlé des académies. Certes, il y a des académies, vous avez parlé des entraîneurs qui peuvent coacher. Mais aujourd'hui, avec les défis ou les problèmes que vous rencontrez, manque de finances et consorts, entre vous, entraîneurs ou entre vous, coach, vous ne vous êtes pas concerté pour savoir comment vous pouvez trouver des solutions, surtout par rapport à ça. Puisque comme nous parlons des formations, comme nous parlons des académies, il faut différencier qui est entraîneur, qui est coach, qui est celui-ci. Est-ce que entre vous, coach, vous savez qui est entraîneur, qui est coach, qui peut faire ceci, qui peut faire ces tâches? Je pense qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps,
pendant que j'étais en Turquie avec la sélection nationale, je pense qu'il y a eu formation des entraîneurs. Et c'était la formation des entraîneurs à tous les niveaux, parce que c'était une formation et classification des entraîneurs. C'est-à-dire, c'est à partir de différents cours qu'on a eu qu'on pouvait savoir maintenant différencier les entraîneurs. Bien sûr que j'étais absent, mais j'ai rattrapé ce cours à Bukavu parce que c'était le même cours qui s'est passé à Kinshasa. Donc j'ai eu le temps de voir, bien que moi j'étais plus concentré sur le niveau 2, mais je connais qui peut être un moniteur, comme on les appelle dans les écoles par où je suis passé, on les appelle les moniteurs. Il y a les moniteurs, il y a des entraîneurs de basket d'âge. Il y a les entraîneurs mini-basket et il y a ce qu'on appelle les entraîneurs d'élite. Il y a des entraîneurs qui peuvent être d'élite, mais qui sont adaptés à tous ces niveaux parce qu'ils sont passés par là. Mais il y a d'autres qui ne sont pas adaptés au basket d'âge ni au monitorat. Donc c'est quelque chose qui devrait être travaillé ensemble avec la direction technique aussi par rapport aux résultats qui seront dévoilés ou qui seront remis à la direction technique pour que la direction technique puisse nous rassembler tous dans chaque province ou créer un groupe au niveau de tout le pays pour tous les entraîneurs qui sont passés par cette formation et différencier que toi, normalement, tu ne devrais pas coacher telle catégorie. Toi, normalement, tu peux le faire, toi, tu ne peux pas le faire. Mais, coach, avant de continuer sur ces points, bon, il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Il faut quand même expliciter les mots qu'il faut. L'entraîneur, il fait quoi? Les coachs, il fait quoi? Et les formateurs, il fait quoi? Expliquez quand même ces trois différences, puisque on peut croire que l'entraîneur, c'est les coachs, l'entraîneur, c'est lui le formateur. Alors, l'entraîneur, lui, il fait quoi? Les coachs, il fait quoi? Et les formateurs, il fait quoi? Oui, coach, s'il vous plaît, les moniteurs. Ouais, j'aimerais ajouter aussi quelque chose pour renforcer la question des princes par un exemple. Par exemple, au niveau de la Lina Foot, du football à la FICUFA, on sait qu'on commence par les diplômes CAF C, on monte CAF B et puis CAF A. D'ailleurs, aujourd'hui à la Lina Foot, avant de coacher, être coach principal d'une équipe de la première division, il faut avoir le diplôme CAF A, si je ne me trompe pas. Mais au niveau des baskets, ça se passe comment? Est-ce que tout le monde a le monopole de coacher la première ou la deuxième division? Bien, c'est comme la jungle. Bon, moi je comprends un peu pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. Si on est dans cette situation, peut-être parce qu'on n'a pas eu dans le temps assez d'opportunités pour les formations FIBA ou les formations au niveau du pays, au niveau local. Et on ne sait pas classifier les entraîneurs. Mais je pense que déjà avec la formation, différentes formations qui se sont passées dernièrement dans des provinces et à Kinshasa, c'était maintenant le temps à la direction technique de maintenant classifier les entraîneurs et savoir qui est qui fait quoi, qui est à quel niveau pour telle catégorie ou pas. Vous voyez. Bon, par rapport aux termes, comme Prince vient de le dire, coach, entraîneur, moniteur, bon, je ne veux pas trop me baser sur ça, mais je peux expliquer normalement le rôle de chaque encadreur, si je peux m'arrêter à ce nom-là, encadreur. Il y en a beaucoup qui ont différents rôles. Si nous avons des spécialistes en mini-basket, dont je suis le point focal, et dans le mini-basket, tout encadreur de mini-basket est basé sur des jeux ou des exercices à caractère ludique. Coach, vous parlez de mini-basket. C'est quoi d'abord le mini-basket? Parce que nous, on peut comprendre les autres, mais pas tout le monde. Ouais, le mini-basket, c'est une catégorie des jeunes qui va de 5 à 12 ans. Donc de 5 à 12 ans, vous avez ce qu'on appelle des mini-baskets, mais qui est différencié par des catégories. Il y a les catégories U6, 5-6 ans, il y a les U8, il y a les U10 et les U12. Là, ce sont des catégories mini-basket. Toutes ces catégories sont dans le mini-basket. Et les entraînements là-bas, l'encadrement des enfants, c'est totalement à caractère ludique. C'est-à-dire, vous devez créer des exercices qui peut développer le cerveau de l'enfant. Et vous devez créer par rapport à sa situation, à sa position géographique, à sa situation sociale, et créer
des exercices adaptés à sa vie quotidienne. Ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de réflexion. C'est vrai on peut aller sur Internet et et voir des exercices, mais ça permet aussi aux entraîneurs qui sont focalisés à ça de créer aussi leurs exercices comme ça. Oui, coach, vous parlez là tout à l'heure, vous faisiez la différence par rapport à la question des princes, encadreurs, et formateurs et puis coach. Exactement. Comme je viens de passer déjà par le mini-basket, et nous avons un autre cas qui est la formation. La formation ne dépend pas seulement des plus jeunes. On peut former même un grand. Ah bon? On peut former un gars de 15 ans. On peut former un gars de 20 ans. Ça dépend de sa capacité de perception et la capacité de compréhension. Et surtout, la capacité de la personne qui est en train de le former. Savoir quoi donner et comment donner. Donc, il y a des coachs qui ne savent pas quoi donner et comment donner. C'est normal. C'est pas tout le monde. Même les instructeurs FIBA ne sont pas spécialistes en tout. C'est-à-dire, même quand nous faisons des formations, là, c'est un instructeur FIBA qui me l'a dit. Il a dit, il y a des détails. Si on vient pour vous parler, par exemple, de la défense, peut-être qu'on va envoyer quelqu'un qui maîtrise mieux ça. Ce n'est pas tout instructeur en FIBA qui maîtrise tout. C'est de la même manière chez les entraîneurs. Pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, ils ont commencé par être entraîneurs et on connaissait leur niveau. On savait que lui, il est très fort en formation. Mais pour coacher, par exemple, un match, il est nul. Ça, c'est... Il y a des gars qui ne savent pas comment passer par une formation, former un athlète. Mais si vous lui présentez des joueurs déjà aguerris, il peut gagner un championnat. C'est pourquoi on a deux catégories de coachs. On a les coachs qui sont là pour la performance et les coachs qui sont pour le résultat. Vous voyez? Et mais ici au Congo, apparemment, vous n'acceptez pas cette réalité. Exactement, c'est une réalité congolaise. C'est une réalité congolaise. Tout le monde est basé sur le résultat. Or, avant d'avoir le résultat, il faut passer par la performance. C'est pourquoi tu vois qu'aujourd'hui, des fois, on n'a pas la relève. Dans le basket, aujourd'hui, on pense aux jeunes qui sont à l'étranger, qui sont plus importants que ceux qui sont au niveau du pays. Or, ça devrait être normalement différent. On devrait plus valoriser les joueurs qui sont au niveau du pays, parce qu'on a la facilité de les accompagner. On voit leur évolution. Mais pourquoi est-ce qu'on les néglige? Pourquoi est-ce qu'on dit que ces joueurs ont un niveau bas, pendant que c'est nous qui sommes leurs encadreurs, leurs formateurs? Donc, quand un entraîneur, par exemple, commence par dire que ici au pays, on n'a pas de bons joueurs, lui-même, il se discrédite. Il dit que non, nous, on est incapable de former des bons joueurs. Je ne suis pas bon. Oui, donc il dit que moi-même, je ne suis pas bon. Bon, si je comprends mieux, c'est une manière aussi d'accuser la fédération, parce que c'est la fédération déjà qui organise, qui nous amène des joueurs qui proviennent de l'extérieur, des États-Unis, de l'Europe et tout, alors que la fédération est basée en RDC. La fédération normalement devait déjà, je crois, penser à ça, voir comment valoriser les talents d'ici, peut-être pour les prochaines échéances, comment prendre nos jeunes ici pour la relève aussi pour les équipes nationales. Non, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que les joueurs qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici, ce n'est pas la fédération, c'est le sélectionneur. C'est les sélectionneurs qui contactent. Et la plupart de ces sélectionneurs sont des sélectionneurs qui sont en Europe, mais qui sont choisis par la fédération. C'est une question un peu difficile parce que il y a un moment, nous avions appris que certains coachs ne connaissaient pas certains joueurs qui étaient à la liste. Quoi, les sélectionneurs? Certains, oui, on avait appris ça. Je vais te donner un exemple. Ça peut arriver, mais je vais te donner un exemple. Moi, étant sélectionneur, vous avez le droit de me proposer un nom. C'est comme ça que moi je travaille. Même quand j'ai eu les I-18, j'ai travaillé comme ça. J'ai même proposé aux arbitres, parce que les arbitres ils connaissent les joueurs. J'ai causé avec des différents coachs. J'ai causé même avec des adeptes. Propose-moi quel joueur on peut avoir. Ça, j'en ai témoignage, puisque les coachs déjà m'avaient contacté un jour, je crois, pour une fille, voilà. Ça avait proposé qui? Non, je cite pas les noms. Je cite pas les noms. Oui. Donc, ça fait partie de l'humilité du coach. Ça normal de présenter, mais sans obliger, sans imposer. C'est-à-dire, même il y a certains sélectionneurs, quand ils ont des noms et qu'ils ne maîtrisent pas ce joueur, si je suis dans le staff technique, ils me contactent. Mais la plupart de fois, ce sont les joueurs évoluant en Afrique. Mais
Quand, par exemple, on me dit que la fédération a imposé un nom, par exemple, au sélectionneur, c'est à lui maintenant de décider s'il trouve qu'il doit accepter ça. La charge lui revient. On ne sait pas, on ne peut pas condamner la fédération pour ça. C'est comme n'importe qui peut me proposer un nom. Si j'accepte ce nom-là, je ne vais pas dire que je l'ai accepté, j'ai échoué parce que c'est Prince qui m'avait donné ce jour-là. Non, non. Vous m'avez proposé un nom et c'est à moi de décider. Donc voilà. Coach, vous pensez que est-ce que on doit toujours continuer avec cette philosophie, il faut compter sur les athlètes qui jouent à l'extérieur, ou bien c'est le moment de commencer à miser sur la formation, partir d'abord au niveau du pays et puis ajouter ceux qui jouent à l'extérieur pour quand même avoir une équipe performante? Vous avez raison, mais même si on commençait par l'Europe ou par les États-Unis, on finira toujours par revenir ici parce que en réalité, s'il y a vraiment suivi des athlètes qui sont à l'étranger, il faut réellement qu'on puisse être sûr des gars qu'on a. Parce qu'on peut en avoir 8, mais sur les 8, peut-être qu'on n'en a que 3 qui sont vraiment en bon championnat et qui ont de temps de jeu et qui sont importants dans leurs équipes. Ce sont des gars comme ça qu'on doit faire venir. Ce sont des gars comme ça que moi, j'accepte de faire venir parce que je sais qu'il est différent, il est supérieur et il peut me faire quelque chose de très bien sans que je puisse douter. Je ne cite pas, je ne veux pas citer un nom pour dire qu'il a cité juste celui-là, il n'a pas cité mon nom, donc ils se connaissent. Ils se connaissent. Ceux qui jouent dans les grands championnats, ils sont importants pour leurs équipes. Non, mais surtout par rapport au, bon, là, comme vous étiez parmi, vous étiez dans les staffs de l'équipe de 2019 pour les CHAN. Aujourd'hui, peut-être les échéances, je crois, c'est en 2023. Et que ça arrivait aujourd'hui, voilà, les coachs Pirot, on vous dit, voilà, vous faites la sélection des joueurs locaux pour l'Afro-CAN. Vous allez en trouver? Bien sûr. En RDC? Bien sûr. Moi déjà... Ou vous allez reprendre toujours les mêmes noms qu'on connaît, moi, je suis qui étaient là en 2019? Qui travaille avec anticipation. C'est-à-dire, même que je sois appelé ou non, moi j'ai toujours ma base de données à la maison. J'ai ma plateforme déjà créée pour le basket de toutes catégories. C'est-à-dire, si vous me demandez maintenant de vous faire une liste des U16, j'ouvre mon ordinateur, je vous présente une liste de 30 joueurs. J'ouvre, je vous présente une liste de U18 de 30 joueurs. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, pendant le championnat, vous me trouvez dans presque tous les terrains. Moi, je fais le tour. Quand je suis libre un week-end, pendant la semaine, il y a un match quelque part à Mongafula, Cité Verte, Njili. Moi, j'y vais. J'y vais pourquoi? Je cherche. Je cherche pour, au cas où je suis appelé à la sélection nationale, ou pour le club où je vais travailler. Donc, moi, je prépare toujours. C'est une manière pour vous de gagner la confiance à la fédération? Bon, c'est à la fédération de donner cette réponse, je ne sais pas. Coach Pirot, il s'avère que le basketball congolais est concentré sur Kinshasa et l'extérieur du pays. Les provinces, apparemment, les athlètes sont jetés au calendrier grec. Mais on a vu des images où la fois passée, vous étiez allé du côté de Bukavu, dans un centre de formation des caviars. Est-ce que c'est une manière de changer le paradigme pour bien faire les choses? Donner la chance aussi à ceux qui jouent au niveau des provinces. D'ailleurs, on va voir les images là que Hazard va nous proposer. Le basket, c'est vraiment une vie pour moi. Le basket, c'est vraiment une vie pour moi. Où se joue le basket, je fais toujours un effort d'être présent. Et où le basket ne se joue pas, je lutte toujours pour faire vivre le basket à ces endroits-là. C'est-à-dire, c'était ma toute première fois de fréquenter Bukavu. Et je m'étais dit, je suis en formation, mais je ne vais pas rester juste en formation. Je dois chercher pendant mes temps libres, faire le tour où on m'invitait. Et c'est comme ça que j'ai eu le temps de travailler aussi avec Caviar. J'ai eu le temps de côtoyer certains jeunes qui sont venus me trouver. J'ai partagé, j'ai entraîné quelques jeunes. Et après ça, j'ai fait aussi Goma. J'ai été avec PGB et puis quelques athlètes qui ne sont pas de PGB mais qui sont venus travailler aussi avec moi. Mais je veux vous dire vrai, j'ai été émerveillé. J'ai été émerveillé parce que j'ai trouvé que la formation, le développement du basket, en tout cas, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais l'Est du pays a vraiment une richesse que nous, peut-être à Kinshasa, ignorons.
Mais coach, quand vous sélectionnez les joueurs à l'équipe nationale, pourquoi vous ne vous comportez pas ainsi? Ça veut dire aller aussi faire des tours au niveau des provinces pour voir s'il y a des talents aussi pour les appeler à l'équipe nationale. Est-ce que c'est un problème des moyens ou bien c'est juste la volonté qui manque? Bon, peut-être qu'il y a un problème de moyens et peut-être un problème de politique, je ne sais pas. Mais si ça dépendait de moi, je peux vous donner une réponse que c'était à la direction technique de placer même les directeurs techniques adjoints dans des provinces comme ça où se joue le basket pour nous faire toujours un rapport des joueurs qui se distinguent, c'est-à-dire par rapport à leur âge, parce que c'est vraiment très important, ça facilite au sélectionneur de faire son travail. Moi, je valorise toujours le basket local, je valorise vraiment le basket local, je connais la richesse du basket africain, parce que la plupart des compétitions que nous faisons, c'est surtout en Afrique. Et le basket africain n'est pas le basket européen, c'est autre chose. Il faut avoir une notion de ça. Et si vous remarquez bien, la plupart de nos joueurs, même en première équipe, qui sont en équipe nationale, qui viennent, ce sont des joueurs qui sont passés par Kinshasa, par le Congo d'abord, avant d'aller évoluer. Donc ils ont une notion de qu'est-ce que c'est le basket africain. Donc pour moi, c'était une chance vraiment d'être en province et découvrir. Et si aujourd'hui on me demandait de faire une sélection d'âge, en tout cas, je pense que même l'Est du pays ne manquera pas, parce que j'ai vu qu'il y a vraiment une richesse là. Coach, pardon, Prince. Daniel, excusez-moi, c'est toujours dans les mêmes points. Vous parlez que si on vous donnait cette possibilité de faire une sélection, l'Est ne manquera pas. Mais en 2020, vous êtes coach I18, mais on n'a pas vu d'égard de l'Est. Peut-être parce que la liste n'a pas été publiée, mais à vos entraînements, il y avait que des jeunes de Kinshasa que nous connaissons. Je vais vous dire une chose. Je pense que cette émission est suivie partout. Oui. Et je pense que le coach keeper me suit. Il vous dira combien de fois j'ai contacté et il m'a fait une liste et nous avons mis les noms de certains athlètes dans la présélection. Je veux vous dire que nous avons eu, dans les U18 là, nous avons eu les joueurs même de Lupopo, les joueurs de, je pense c'était Mazembe, parce qu'il y avait un jeune Yves qui a joué cette année à Mazembe. Oui. Il y a eu Banza, Alex, non pas Alex, son petit frère Joël Banza, qui est actuellement chez Showsport. Ce sont des jeunes que nous avons découverts et qui étaient sur la liste et qui devraient voyager avec nous, bien qu'ils n'étaient pas encore sur place à Kinshasa pour l'entraînement. Mais c'était prévu qu'ils aillent avec nous. Donc à Goma, on avait 2 joueurs que le coach keeper nous avait proposé. Malheureusement, on n'est plus parti. Et c'est comme ça. On ne peut que contacter là où on a des contacts. Donc si on n'était pas passé par Bukavu, parce que personnellement je n'avais aucun contact, c'est maintenant que j'ai créé des contacts avec certains milieux où se joue le basket, bien que je ne connais pas encore Béni. Et vous ne regrettez pas, coach? Dans quel sens? Aujourd'hui vous faites des sélections, mais il n'y a pas compétition pour les jeunes, les I16, I18. Vous faites une sélection, vous vous dites je suis déterminé, peut-être avec ça je vais arriver jusqu'en demi ou en finale peut-être de l'Afro-Basket I18 ou I16. Mais les jeunes ne voyagent pas. Et puis cette génération va passer. Vous ne regrettez pas? C'est quelque chose un peu très compliqué, parce qu'on doit d'abord savoir faire la différence. La différence entre le basket d'âge et la 2e division. Là, je voulais vraiment revenir dessus. Voilà. Parce que ça fait 2 fois mal. Et j'ai vu même certains coachs et certains dirigeants réclamer que, en 2e division, vos joueurs sont plus vieux que mes joueurs, comment est-ce qu'on peut jouer ensemble? J'étais là, j'ai regardé, j'ai dit bon, peut-être que je dois partager avec différentes personnes pour expliquer c'est quoi la différence. La 2e division ne veut pas dire faire jouer les enfants de 15 ans, 16 ans. Ce n'est pas la 2e division. Mais quand on parle de la 2e division, on parle de Lebakin. De Lebakin. Lebakin est un championnat senior. Ok. Lebakin est un championnat senior, mais de division inférieure. Wow. Oui. Et à part ça, il y a maintenant un championnat qu'on appelle des juniors, que le Bakin Est maintenant est en train d'organiser. Les U18, c'est-à-dire les 17 et 18 ans.
Ils ont leur championnat. Il y a un championnat de cadets, qui est un championnat de 15-16 ans. Il y a un championnat de minimes, qui est un championnat de 13-14 ans. Mais nous n'en avons pas. Malheureusement. J'ai eu le temps de discuter une fois avec le secrétaire Chibangu de Le Bakin Est. Sa seule préoccupation, c'était le manque de sponsoring. Ok. C'était ça. Il a cette volonté. Moi, je discute avec lui. Il a cette volonté. Faire jouer déjà un championnat de cadets à Le Bakin Est et un championnat de juniors, c'est une grande volonté. Coach. Une très grande volonté, mais qui demande encore d'efforts pour aller plus loin que ça et être étendu, être propagé au niveau de tout Kinshasa et propagé dans les provinces. Ça aidera même aux sélectionneurs dans le futur d'avoir des sélections U14, U16, U18 et faire un effort, surtout de participer dans des compétitions internationales pour le développement du basket congolais. Coach, pourquoi les sponsors ne viennent pas au-delà de la qualité, les athlètes que nous avons? Est-ce que pensez-vous c'est un problème de l'organisation qui influe sur cette volonté des sponsors de venir pour soutenir ces championnats? Peut-être que c'est un manque de stratégie. Peut-être que c'est un manque de quelqu'un qui est spécialisé en ça pour le faire. Parce que je veux vous dire, aujourd'hui, je peux aller frapper de gauche à droite, mais peut-être que je ne peux pas aussi réussir. Mais si, par exemple, j'utilisais quelqu'un qui domine cette branche, je pense qu'il peut aider. Des fois, nous manquons de faire le bon choix des personnes qui peuvent s'en charger. Moi, je pense que d'abord, c'est ça. Le reste, s'il y a des histoires que je ne maîtrise pas et qui fait qu'on puisse manquer de sponsors, là, je pense que dans le futur, les organisateurs du championnat de Le Bakin comme de la Lepro Bakin ou de la Coupe du Congo qui est la fédération pourront peut-être nous donner des bonnes raisons du manque de sponsoring. Parce qu'il y a longtemps, quand on a commencé le basket, même en deuxième division, nous voyions l'entreprise Ambassade qui organisait des championnats. Aujourd'hui, personne ne s'y intéresse. Vraiment. Il y a la Coupe du Congo qui a été sponsorisée à un moment par Marsafco. Il y a Bras Congo. Donc, je pense qu'il faut voir qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi est-ce que nous n'y arriverons pas. Nous n'y arrivons pas, pardon. Donc, il faut chercher à savoir. Coach Pierrot, vous pensez quoi de ceux qui disent que le basketball quinois est trop physique, tandis que dans les provinces, le basket est technique? Je pense que c'est le contraire. Ouais, je pense que c'est le contraire. Il y a... Bon, je vais parler comme coach. Oui. Dans les deux provinces, dans toutes les provinces, il y a le basket physique qui se joue. Le basket endurant, on pensait que ça pouvait être à l'est par rapport au climat, mais c'est comme si c'est à Kinshasa parce que peut-être on a plus de temps de travail, surtout en ligue, en championnat d'élite. Et autre chose, il y a la différence du côté, comme vous dites, à part le physique, il y a la différence du côté technique et du côté tactique. Pourquoi je veux faire cette différence? C'est le constat que j'ai fait quand j'étais à Bukavu ou à Goma. Le basket à l'est, pour ne pas parler trop du Katanga, je vais parler là où j'ai eu le temps de voir, c'est le basket qui est trop technique parce qu'il y a trop d'individualité. Et nous remarquons ça. Nous remarquons qu'il y a le basket trop technique. Et les gens pensent que c'est trop technique par rapport à Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est plus l'individualité. Mais la qualité qui est supérieure à l'Est par rapport à Kinshasa, c'est le tir, qui fait partie aussi de la qualité individuelle, de la technique individuelle. Mais non, pourquoi est-ce que ça semble être supérieur à Kinshasa par rapport à Kinshasa? Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, nous avons aussi ce que les joueurs de l'Est ont. C'est l'individualité, la technique individuelle. Mais c'est combiné à la tactique. La différence, c'est côté tactique. On joue le jeu d'équipe. À Kinshasa, c'est le jeu d'équipe. On tourne,
on crée des situations, on crée des schémas pour chercher un panier. C'est ça la différence. C'est pourquoi vous ne voyez pas trop la technique individuelle au niveau de Kinshasa. C'est ça la différence, mais ça existe. Ça existe. La différence, c'est que il y a un peu de supériorité au niveau de Kinshasa parce que la plupart des coachs à Kinshasa sont basés beaucoup plus sur la tactique. Et la tactique, c'est le jeu d'équipe. Bah, c'est normal surtout. Et c'est très important par rapport à ce que les coachs venaient de dire. Mais coach, si on essaie de parler quand même du basketball féminin. Parce que là, on a beaucoup plus parlé des hommes, mais le basket féminin, aujourd'hui, l'équipe nationale féminine, on ne sait pas où nous en sommes. L'équipe d'âge féminine et surtout aussi les championnats féminins, on ne sait pas où nous en sommes. Coach, le mal vient d'où? Je vais pointer. Hein. J'ai eu plusieurs conversations avec différentes personnes par rapport à ça. Il y a, pour ne pas citer des noms, il y a certaines dames qui m'en ont parlé aussi. Ah, mais coach, vous êtes là, vous encadrez les jeunes. C'est comme si vous êtes plus concentré chez les garçons que chez les dames. Mais les personnes qui m'ont parlé, ou qui m'attaquaient, si je peux le dire comme ça, ce sont des anciennes basketteuses. Moi, j'ai posé juste la question, j'ai dit, d'abord, étant ancienne basketteuse, vous pouvez ne pas être coach. Moi, j'ai besoin de vous. Ok. D'abord, pour sensibiliser ces jeunes filles, pour sensibiliser les parents, être comme des conseillères dans nos académies, être comme des encadreurs des dames dans nos académies. Vous allez voir que c'est par vous que vous allez convaincre ces jeunes dames-là à venir s'entraîner. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai eu le temps de parler et de faire venir certaines dames dans mon académie. Elles viennent de fois voir les enfants. Pourquoi? La jeune fille, de fois, a ses besoins qu'elle ne peut pas partager avec peut-être son coach. Qui suis-je? Vous voyez? Mais devant une ancienne, elle va la considérer comme une maman. Elle peut aussi partager. Et moi, j'aime ça. J'aime avoir toujours des anciennes qui peuvent être un point d'attraction des jeunes dames. Et c'est à partir de là que nous pouvons aussi avoir le temps d'une bonne formation, avoir une bonne communication à travers ces anciennes basketteuses-là qui sont très importantes pour le développement du basket féminin. Mais peut-être elles-mêmes ne s'en rendent pas compte. Donc c'est aussi très important aujourd'hui de prendre les images telles que les Natacha Mambenga, les Betty, les Mireille, les ramener là où il y a des jeunes. Exactement. Si aujourd'hui on trouve que les plus âgés que les Betty, tout ça, peut-être que les enfants ils trouvent que ce sont des mamans déjà, mais on va recourir par celles qui sont en fin carrière, ou celles qui viennent d'arrêter, ou celles qui veulent arrêter mais qui n'ont pas encore arrêté. On va commencer à les utiliser pour être amis aux joueuses, amis, conseillères des joueuses et motivatrices pour ces joueuses. Ouais. Ça, c'est un projet que j'ai pour développer le basket féminin. C'est contacter toutes ces anciennes, organiser des camps de basket seulement pour la fille, organiser des tournois pour la jeune fille, mais coacher et organisé par les anciennes basketteuses. Donc vous comptez organiser quelque chose qui va rassembler toutes les filles? Exactement. Je compte organiser ça, mais ça sera avec l'aide des anciennes. Bien que je divulgue ça, peut-être que quelqu'un peut arracher mon idée pour le Coach Pierrot, avec les centres et opportunités, les choses, comment ça marche de ces côtés? Oui, tout marche à merveille. Comme on le dit toujours, c'est pendant les vacances qu'on a un très grand nombre d'enfants et on sait comment les gérer. Aujourd'hui, ils sont à combien? On a plus de 250 enfants. Wow. Je vous dis, pendant les vacances, il fallait faire... Déjà, je commence... Pendant les vacances, on s'entraîne tous les jours. Apparemment, c'est un centre que vous cachez. Hein? Nous, on n'avait pas même cette information. Mais je vous dis, c'est chaque année qu'on a un grand nombre d'enfants. Et avec ce grand nombre, on commence à... Parce qu'on occupe maintenant la 10e rue, au Cercle Thérèse. Et on commence à négocier même avec le Cercle Thérèse pour occuper presque tous les jours, matin, soir. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant les vacances, c'est par groupe.
On a un groupe peut-être de 30, 40 enfants le matin. Le soir, c'est un autre groupe. Demain, c'est un autre groupe. C'est-à-dire, le groupe qui s'entraîne lundi matin ne vient que mercredi matin et vendredi matin. L'autre groupe vient mardi, jeudi, samedi. Et à part ça, il y a d'autres groupes qui viennent comme ça aussi, mais les après-midi. Donc, mais pendant les heures de cours comme ça, c'est un peu différent. Parce qu'on a ceux qui étudient le matin, qui viennent s'entraîner les après-midi, et ceux qui étudient les après-midi qui viennent s'entraîner le matin au centre. Et comme deux fois au terrain là, on n'a pas assez de temps les après-midi, on a encore cherché un autre terrain vers c'est vers Bypass au lycée Bacona. En face de on est en train de négocier un terrain là pour encadrer aussi la jeune fille surtout de ce secteur là et de l'école. Donc, ce sont des projets qui ne sont pas encore officiels, mais je le dis déjà. Mais sinon, une dernière question, coach. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que les équipes, en fait, les équipes féminines qui étaient des grandes équipes, aujourd'hui mourir? Les cas des tourbillons, je peux dire dans ce sens, qui bon, le tourbillon existe, mais c'est plus le même tourbillon qu'on a connu. Arc-en-ciel aussi. Bon, Arc-en-ciel, il y a Atari qui est en train de balloter. Qu'est-ce qui a fait à ce que ces équipes n'aient plus le même niveau qu'il y avait il y a peut-être 10 ans passés ou 20 ans passés? Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est d'abord la politique de chercher le titre par des renforts. Okay. C'est-à-dire quand on dépense trop, on a des renforts de gauche à droite, on cherche parce qu'on veut un titre, on le fait et on peut avoir le titre. Mais demain, c'est quoi la suite après le titre? Ça arrive quand vous arrivez déjà à ce moment de prendre beaucoup de renforts, c'est-à-dire que vous avez oublié que vous pouvez aussi former. C'est déjà un problème sérieux. Et si vous voulez vous concentrer à la formation, alors il faut avoir des personnes sérieuses qui sont forts en formation et qui ont cet amour du basket pour encadrer. Si vous n'avez pas ces options-là, en tout cas, oubliez. Parce qu'il y aura tellement de difficultés. Je vais vous donner un cas typique de tourbillon. Aujourd'hui, un cas exceptionnel. Vous voyez tourbillon d'être privé de son terrain. Hein? Un terrain qui n'existe plus. Un terrain qui, même lorsque je jouais au basket, on allait jouer là-bas le dimanche. C'est vrai que c'est un parking des voitures. Il fallait attendre jusqu'à ce que tout le monde enlève sa voiture de là pour jouer au basket. On va balayer, on va jouer. Moi, je quittais Gombe pour Lemba pour aller jouer dans ce terrain-là. Donc, je connais très bien ce terrain. Aujourd'hui, ce terrain n'existe plus. Aujourd'hui, Tourbillon va louer à la Fikine pour s'entraîner et ne s'entraîne pas tous les jours comme c'était avant. Le problème aussi, c'est le terrain. Quand vous avez un endroit à vous où vous pouvez vous entraîner tous les jours, l'enfant évolue rapidement. Et si c'est un terrain que vous devez départager, que vous devez venir mardi et puis revenir vendredi, le développement de l'enfant qui pouvait se faire en 2 mois se fera en 8 mois. Donc il faut vous attendre à ça. Voilà, là, nous sommes en train de suivre la prédication du pasteur Pierrot Ilunga. Il est très à l'aise, ça veut dire, dans le pays, l'expertise, il y en a. Mais malheureusement, nous sommes dirigés, le basketball est dirigé par des personnes, je ne sais pas comment les qualifier, des incompétents, manque de volonté, des fois avec des choses qu'on n'aime pas, qui est en train de détruire les baskets congolais. C'est vraiment dommage. On va prendre la deuxième thématique de cette émission. On va parler des équipes nationales de la RDC. Là, j'ai fait allusion à la 4e fenêtre ainsi que la Focane. Mais avant ça, on va d'abord suivre Verdum Kengete. Il est analyste sportif. Il a émis son opinion par rapport à l'organisation du basketball aujourd'hui, la gestion du basketball. Vous savez ce qui ça se passe partout à la Liprobaken. Vous sentez ce qui ça ne sent pas bon. Ça démontre la descente aux enfers de cette discipline. On va suivre Verdum Kengete et puis on revient avec le coach Pierrot Ilunga pour continuer avec cette thématique concernant l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Depuis l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, la seule discipline sportive qui fait honneur à la RDC s'appelle le basket. Pourquoi je l'ai dit? 3 choses. 1. La participation du BC Espoir Foucache à la balle. La RDC a remporté la Focane Mali 2019. La RDC joue les derniers tours des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket prévue en Philippines en 2023. Malheureusement, cette discipline
la balle au panier est souvent négligée par deux choses. Un, par des incompétents qui gèrent la fédération avec l'amateurisme et de l'ingérence du ministère du Sport. Parlons des incompétents qui gèrent cette fédération, la FEBACO, gérée par des incompétents, des gens qui n'ont pas une vision claire, bien définie de cette discipline sportive en RDC. Un, toutes les ententes ne sont pas bien organisées. Au finish, tous les vainqueurs des ententes n'ont pas de subventions. Mais on s'est dit, pourquoi pas faire le marketing, le management? Parce qu'il n'y a pas de tête sportive pour une vision sportive. 2, la sélection. La RDC passe des problèmes de vache maigre pour sa participation à la Coupe du Monde. Dans chaque fenêtre, il y a un nouveau entraîneur qui vient avec ses joueurs. Et même les critères de sélection ne sont pas pris en compte. Pourquoi? Parce que les affinités priment au-delà de la compétence. Et surtout, le plus grand mal, c'est à chaque fois, il faut faire toujours part aux étrangers par rapport aux fils du pays. On a le coach Charlie Bouzangou, on a le coach ADD Koko, on a le coach Pierre Yulunga, qui ont une expertise en la matière. Pourquoi faire confiance aux expatriés par rapport aux nôtres? Je pense que cette complexe d'infériorité doit cesser. Parce qu'on sait bien, lorsqu'on fait part à l'expertise étrangère, c'est coûteux. L'expertise étrangère est coûteux. L'expertise congolaise, elle est dévalorisée. Ils ne reçoivent que des miettes. Parce que l'ennemi du développement du Congo est congolais. Faisons confiance aux fils du pays. Et de deux, le cas de l'arbitre Banza, qui a été parmi les gens qui avaient valablement représenté la RDC à l'Afro-CAN Mali 2019. Malgré la promesse du chef de l'État qui est venu en retard, l'arbitre n'a pas reçu sa voiture. Les autres ont reçu 2 poids, 2 mesures. La personne qui a confisqué la voiture de l'arbitre international Banza peut le remettre dans ses droits. On ne veut pas avoir des hommes forts, on veut avoir des institutions fortes. Et nous appelons à tous les amoureux du basket et les mettre sur une table. On veut avoir des élections. Que tous les médias puissent dégager de la fédération. L'heure n'est plus au discours de la pragmatique. L'amateurisme, les intérêts égoïstes ont mis les baskets congolais à terre. L'heure, c'est l'heure du renouveau. Le renouveau, c'est une nouvelle classe dirigeante pour l'émergence du basket en RDC. Tous ces médiocres doivent dégager. Un nouveau vent s'impose. Voilà, Verdun Kengete depuis Londres, en Angleterre. Bonne journée, mon confrère. Bonne journée, de bonnes choses. À toi, Verdun m'a parlé de l'arbitre Banza. C'est un Jeep. Vous savez, dans ce pays, des fois, il y a des choses mystérieuses qui se passent. C'est quand même un arbitre qui fait l'honneur de ce pays. On a vu dans les documents qu'on nous a envoyés, je ne sais pas si c'est faux, si c'est vrai, le nom de Banza figuré à l'intérieur. Si l'arbitre mérite, s'il méritait la Jeep, il faut lui donner ça. Je pense que le chef d'État est un homme juste. Il va remettre cet arbitre dans ses droits. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui sont là. Malheureusement, ces personnes sont des jeunes. Je ne vais pas avoir la crainte pour citer le nom. Un certain Joe Lolong, mon frère, dans le bataille Ningala, aux jeunes. Dans la fédération, toutes les mauvaises choses dans la fédération basket, c'est ma toi. Marcy Chamba, c'était toi, Gendaro de Fambongo. Et récemment, le ministre des Sports, même, il a compris. Il a interdit cette histoire-là au Gendaro de Fambongo dans la banque. Mamba, il y a Jeep et arbitre à Banja, Kakayo. Tu dois avoir la honte, mon frère. Jusqu'à quand tu vas continuer avec ces comportements? Ça ne va pas aider le basketball. C'est quand même une discipline importantissime, même sur le plan éducationnel. Si l'arbitre a mérité la Jeep, on aurait appris même à l'époque, demi-finale, tu étais en France. Tu es arrivé au niveau de la demi-finale. Ça veut dire que tu n'étais pas vers la délégation. Soit disant parce que tu as ton ami qui est ministre aujourd'hui, vous allez coopérer là-bas pour nos Jeep. C'est pas bien. C'est pas bien. Tout passe dans ce monde. Bah, Jeep, on va aller combien? On va aller à la Jeep Prince. Joe Lolong, je les vois avec une Jeep comme ça, non? C'est un cadre. C'est un cadre. Ouais. Mais quand on ne mérite pas, mon frère.
Donc il y a des choses qui nous énervent. On a l'obligation de les dire parce qu'on est journaliste, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quel que soit mon brossard, là, nous on s'en fout. On l'a dit parce que cet arbitre mérite. Si c'est vrai, bah, information tous en haut, il mérite la Jeep. Il ne faut pas continuer à avoir ces comportements comme ça. Ça ne va pas aider notre basketball. Coach Viro, on a suivi Verdem. À un moment, il a parlé de l'organisation, les pro-Bakin et Bakin. C'est quand même un sujet très important. Avant d'arriver à la Pro-Bakin, il faut d'abord commencer à arranger les choses au niveau de l'Ebakin, de la deuxième division. Oui, exactement. C'est un constat que j'ai fait, mais j'avais oublié de mentionner ça ici. C'est que l'objectif de la deuxième division, c'est viser la ligue. N'est-ce pas? Si les équipes sont en deuxième division, je pense que c'est d'abord pour viser la ligue, vu que c'est un championnat senior. Mais deux fois c'est compliqué. J'ai eu à discuter aussi avec certains cadres. Pourquoi obliger aux équipes qui sont en ligue d'avoir une équipe en deuxième division? Pour quel objectif? Si ce sont tous des seniors. Je ne veux pas garder une équipe en deuxième division pendant que je suis en ligue avec une équipe en deuxième division qui est senior. Jusqu'à quand il me montera en ligue? Il va vieillir. Il va vieillir. Moi, je pense que la bonne politique de développement devrait être toutes les équipes qui sont en ligue n'avoir que des équipes qui viennent après en basket d'âge, en championnat d'âge. Au moins, ça va aider à ces enfants de développer rapidement pour rejoindre la première équipe. Si on a des cadets, on a des juniors, ils savent que quand j'ai déjà 19 ans, je dois rejoindre la première équipe si j'ai le niveau. Si je n'ai pas de niveau, je vais tenter ailleurs. Alors, laissez ces équipes de la deuxième division qui n'ont pas des équipes en ligue de se battre entre elles en deuxième division et chercher à monter en ligue. Comme ça, les équipes qui sont en ligue, qui ne seront pas capables de rester dans un bon classement et ou qui seront parmi les 2 derniers ou 3 derniers, ils vont redescendre. Ils vont redescendre en deuxième division calmement et laisser les autres, les finalistes de la deuxième division, goûter aussi au goût, goûter aussi au sentiment, à la saveur de la ligue. Donc là, je pense que c'est un bon moyen pour développer le basket. Il faudrait changer des textes. Si ce sont les textes, tout le texte est modifiable. Il n'y a pas de commentaires, vous avez tout dit, coach. Pierrot Ilunga, on va prendre la deuxième thématique de cette émission, le léopard de la RDC. Coach Pierrot, avec cette équipe, derrière, vous êtes une source très importantissime pour nous. Vous avez bien commencé la première fenêtre, la deuxième, la troisième, la quatrième fenêtre, c'était de l'hécatombe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché d'abord, peut-être, c'est le changement de coach, par exemple. En très peu de temps, changer le coach, ça c'est mon point de vue. Oui. Changer le coach, si c'était moi, j'allais continuer avec la même philosophie du coach précédent, vu qu'il n'y avait pas assez de temps pour changer une philosophie. Très peu de temps. Donc, et puis, en maintenant la même philosophie, je pense qu'il pouvait y avoir un résultat. Parce que changer de philosophie, c'est pas mauvais. Mais il faut savoir quand le faire, avec combien de temps d'adaptation. Tu as des joueurs qui ont un niveau d'adaptation rapide ou non. Il faut le savoir. Ta façon de faire, est-ce que les joueurs sont compatibles à ça pour un tout petit peu de temps ou pour un grand temps? Tout ça, ce sont des paramètres qui ont fait à ce que on puisse avoir ces résultats. À part ça, il y a certains joueurs sur qui on comptait, qui ont été indisponibles à la dernière minute. Comme Malela, par exemple, Malela, on n'a pas eu le temps de faire la préparation vraiment avec Henri pendant qu'il est venu. Il était en train de traiter de son nouveau club là. Donc, à part lui, il y avait Lotete qui devrait aussi tester dans son club. Il a été absent. Donc, on a eu vraiment des gars sûrs sur qui on comptait, qui étaient vraiment indisponibles. On devrait faire avec les autres qui sont aussi importants
mais rajouter certains athlètes qui sont arrivés après, qui devraient entrer dans le jeu de l'équipe. Bon, ça donnait ce que ça pouvait donner. Ce n'est pas de l'excuse, mais c'est quand même un point de vue. Si aussi on avait pensé à ça à l'avance et qu'on avait mis ça en pratique, ça pouvait peut-être donner notre résultat. Le coach, on pouvait, voilà, je peux dire comme ça, accepter la défaite contre la Tunisie. On pouvait aussi accepter la défaite contre le Sud-Soudan. Mais comment vous expliquez la défaite contre le Cameroun? Comme je l'ai dit, le Cameroun est une équipe prenable. Et on a été surpris du comportement peut-être des athlètes aussi. C'est-à-dire, on a senti que les athlètes étaient tellement sûrs et à un certain moment, c'est comme s'ils ont négligé le match. Ils ont négligé le match et tout revenait maintenant à nous, staff, de mettre la tête des athlètes en place, de remettre les athlètes en conscience et montrer qu'on n'a pas d'erreur à commettre de peur qu'on puisse s'écarter de cette course de la Coupe du Monde. On a essayé de remonter, si vous avez remarqué, en dernier quart-temps, mais vers la fin, on a encore relaxé et on a perdu ce match. Et selon mes calculs, étant technicien, je savais que on allait sortir de là, si pas avec 3 victoires, 2. Et pas moins de 2. Mais on est sorti avec un 0, espérant voir. Ça complique déjà les calculs pour la prochaine fenêtre. Ouais, la prochaine fenêtre, le destin n'est plus entre nos mains. Là, il faut le dire. Donc les calculatrices maintenant. En ce moment, il n'y a même pas trop de calculatrices. En ce moment, pour espérer une qualification, il faut d'abord gagner les 3 matchs. Il ne faut perdre aucun match. Il faut gagner le Sud-Soudan, il faut gagner le Cameroun, il faut gagner la Tunisie. Chose qui n'est pas impossible. On peut le faire. Maintenant, pour confirmer la qualification, il faut attendre que le Sénégal puisse avoir au moins 2 défaites sur les 3 matchs. C'est ça, c'est pourquoi je dis que le destin n'est plus entre nos mains. Donc nous dépendons maintenant, nous allons tout faire pour avoir les 3 victoires, mais nous allons maintenant regarder le Sénégal. Nous allons regarder le Sénégal, attendre que le Sénégal puisse avoir 2 défaites pour qu'on puisse être qualifié en Coupe du Monde. Coach Pierrot, à l'absence de Malela Moutoualé et Marcim Chamba, est-ce que ce n'était pas les moments de donner aussi la chance aux jeunes qui prestent certainement au niveau de la Ligue Pro Bakin et d'autres championnats provinciaux comme Arsène Moana ou Toussaint? Toussaint n'a jamais été testé par exemple dans l'équipe nationale. C'est une bonne idée, j'y ai pensé. Aujourd'hui, personne ne nous dira que... Personne ne va me convaincre en me disant que Toussaint est un petit détail parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Non. Moi, je connais le basket africain, je connais les joueurs. Si vous me parlez de Toussaint qui est petit détail, je ne sais pas comment Dunda en Angola joue. Et puis, il est parmi les meilleurs marqueurs de la sélection. Il est de la taille de Toussaint. Et Toussaint est plus musclé que lui. C'est lui qui joue dans Petro. Dans Petro. Oui. Il va en balle, il joue normalement. Il va en équipe nationale, il joue normalement. Ils sont à 2. Il y a l'autre, le gaucher, Gerson Gonçalves. Il est très petit de taille, mais ce sont les meneurs principaux de Petro et les meilleurs meneurs du championnat angolais. Donc, en parlant de Toussaint, c'est quelque chose qui met en tête. Comme on dit, citer le nom d'un athlète ne veut pas dire le garantir une équipe nationale, mais peut-être le garantir une présélection. Et c'est à lui maintenant de... Vous donner la confiance. Oui, oui. Exactement. Comme vous l'avez fait à plusieurs reprises avec Arsène, avec Chris Paka, à un moment, avec Pierre Ntembo. On se bat pour donner la chance à nos locaux de s'entraîner, de travailler dur, d'oublier le complexe d'infériorité. Vous voyez, être habitué des stages, des voyages, des salles, pour qu'un jour, s'il est retenu, qu'il trouve que tout est normal et qu'il peut jouer. Parce qu'un grand joueur peut aussi sortir de la compétition par complexe. Ça arrive. Le cas Arsène, c'est un petit que j'admire beaucoup, un très bon petit, que quand je l'ai connu pour la toute première fois, j'ai voulu l'avoir chez Terreur.
en ma deuxième année de terreur. Mais malheureusement, son équipe n'avait pas cédé. Je crois qu'il avait joué pour le Lubumbashi Sport, si je ne me trompe pas. Et c'est un petit que j'ai toujours motivé, même dans les préparations. Le problème est que c'est moi qui le connais. Les autres entraîneurs qui viennent de l'Europe ne le connaissent pas. Et le grand problème chez Arsène, comme je lui ai toujours dit, ne sois jamais timide à l'entraînement. Parce que à chaque fois qu'il y a des exercices et que toi tu sens comme si tu es inférieur par rapport aux autres, ça t'élimine. Hein? Ça t'élimine de la compétition. Des fois, on peut avoir un grand joueur qu'on a mis de côté parce qu'il a été éliminé par lui-même. Et moi, je ne sais pas, des fois, je suis incapable de défendre un tel athlète parce que qu'est-ce que je veux prouver au sélectionneur principal? Qu'est-ce que je veux lui dire qu'il n'a pas vu? Je veux lui dire, non, coach, il est bon, mais il ne m'a pas montré ça à l'entraînement. Qu'est-ce que je veux encore dire? Je lui ai dit, non, prends-le seulement comme ça, on va l'essayer dans les matchs. Mais moi, je sais que Arsène est un très bon joueur. Très bon joueur qui peut faire des merveilles. Coach Pierrot, à l'époque, vous avez travaillé avec le coach français Thomas Droutz. Sa décision ou bien son choix de ne pas sélectionner Maxime Chamba, comment vous l'avez trouvé? Bon, j'ai eu, peut-être que les gens ne savent pas. Peut-être que les gens ne savent pas. Moi, je suis un défenseur d'athlètes. Je suis un grand défenseur des athlètes. Lui-même, Maxi le sait. Lui-même, Maxi le sait. Moi, je suis un gars qui sait maîtriser les athlètes, même quand la tension n'est pas bonne. Moi, je sais comment causer avec les athlètes. Je suis ami des athlètes. Je parle aux athlètes en compétition comme en dehors de compétition. Et cette histoire de Maxi, avant que ça arrive, je pressentais ça. Et j'en avais parlé personnellement déjà à Maxi. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques incompréhensions. Et la décision qu'il avait prise, ce n'était pas d'écarter Maxi, mais c'était de prendre Maxi pour lui donner un très peu de temps de jeu. Et que Maxi n'avait vraiment pas su digérer, bien qu'il n'avait pas montré ça comme ça, mais par respect. Il avait accepté de rester dans l'équipe nationale, mais il était un peu triste. Et après, Thomas s'était décidé de changer de décision. Et avant qu'il le fasse, j'ai eu une très forte discussion avec lui. Une très forte discussion avec lui. Et il était obligé d'appeler Maxi pour lui dire ça, que ceci, cela, qu'il ne reste pas dans l'équipe nationale. Je sais que Maxi était très triste parce qu'il voulait vraiment jouer. Moi aussi, personnellement, j'étais triste. Et ça a été un moment où si je veux le confesser maintenant, là, ça a été un moment où j'ai eu un moment très froid, même avec Thomas pendant 2-3 jours. 2-3 jours, peut-être les gens ne le savent pas, mais lui-même le savait parce qu'après on a arrangé entre nous. J'étais vraiment déçu, mais bon, ça arrive, c'est lui le sélectionneur, c'est lui le décideur final, et c'était lui le responsable. Quand j'accepte de choisir un athlète ou j'accepte d'écarter un athlète, la décision me revient. Parce que c'est lui qui pouvait dire, moi je pouvais dire oui, et lui à la fin dire non. Donc, et quand il dit non, il se justifie que j'ai dit ça, ça n'engage que moi, c'est moi le responsable du bon ou du mauvais résultat. J'étais obligé de l'accepter comme ça. Voilà, Prince Bacha, vous avez, on a quand même, parce qu'on chute déjà avec l'émission, 3 questions sur l'équipe nationale, si vous avez ces questions, et puis l'Afro-CAN 2019, avant de chuter vers l'émission. Bon, j'ai pas trop de questions puisqu'on a plus le temps, mais peut-être j'aimerais poser au coach Pierrot une question. Nous avons un joueur majeur comme Jonathan Kuminga, nous ne parvenons pas à faire les résultats. Est-ce que, parce que précédemment, sans Kuminga, on a fait les résultats, mais en présence de Kuminga, on n'a pas fait les résultats. C'est un problème de coach, puisque vous aviez basé votre jeu sur Jonathan Kuminga en oubliant les autres, ou c'est parce que la défaite, ça arrive avec même des stars? La défaite, ça arrive même avec des stars, premièrement. Et deuxièmement, il avait sa façon de faire les jeux. C'est-à-dire, Jonathan Kuminga avait sa manière de faire le jeu et qui, de fois, pouvait donner un résultat, comme de fois pouvait handicaper l'équipe par rapport à notre façon de voir les choses. Vous savez qu'il est venu à un jour de la compétition, mais c'était par notre décision, parce que souvent les joueurs ne peuvent pas venir comme ça et jouer directement une compétition. Mais nous, on avait donné ce feu vert à lui parce qu'on sait qu'il est quand même un bon joueur,
Et puis, c'est quand même un champion NBA et on peut pas le négliger de cette manière ou lui dire, bon, ne viens plus pendant que lui-même avait cette volonté de venir. Donc, on était obligé de l'avoir. Et je pense que prochainement, si on doit l'avoir et qu'il est disponible même à une semaine de la compétition, je pense qu'il saura entrer totalement dans le jeu et savoir c'est quoi son rôle. Et déjà, moi, j'ai eu une idée par rapport à sa façon de jouer, à sa façon de faire les choses sur terrain. C'était pratiquement différent de ce qu'il fait dans son club. Ok. C'était différent de ce qu'il fait dans son club. Et avec cette façon de jouer qu'il a montré, moi, je ne trouve pas de mal si, pour chaque athlète qui est productif, créer une situation offensive pour lui. Donc, je pense que ça permet même de réfléchir encore beaucoup au cas où il acceptait de venir, comment créer des situations maintenant aussi pour lui, pour qu'il se sente à l'aise. C'est vrai que toutes les situations ne seront pas seulement pour lui, mais on peut créer 2-3 situations pendant qu'il est au terrain pour qu'il se sente à l'aise aussi. Ce n'est pas quand même un petit joueur. Espérant que l'avènement des Kuminga va ramener aussi d'autres stars de la NBA. Alors coach, une dernière question, je ne sais pas si vous allez répondre ou vous allez reporter ça. Si aujourd'hui on vous prend comme sélectionneur de l'équipe Afro-CAN, est-ce que vous êtes prêt de nous faire un 12 maintenant un 12, là? Non, un 12 non, mais un 15 oui. Vous pouvez le faire maintenant là? Non, mais je ne vais pas citer. Merci Daniel. Mais j'en ai déjà. Ok. Ouais, justement, j'en profite pour vous poser cette question concernant la Afro-CAN. Ouais. La RDC championne en 2019. Est-ce qu'au début, vous vous attendez à ça? Pas du tout. Pas du tout. Déjà que nous n'avons eu que 14 jours d'entraînement. Et nous avons dû le faire matin, soir pour chercher le niveau des joueurs. Et deuxièmement, j'ai travaillé avec un coach que je connaissais de loin, on se saluait, mais que j'avais jamais travaillé avec lui. Et surtout que j'avais douté de travailler avec lui. Lui aussi avait douté de travailler avec moi. Ouais. Par rapport à, comme on dit, quand on entend que le coach là est compliqué, le coach là est dur, le coach là, j'ai dit, mais on va essayer de voir. Quand on s'est approché, on s'est entendu, mais j'ai trouvé que c'était un gars exceptionnel et différent de ce qu'on dit. De ce qu'on dit. Et j'ai compris que des fois il ne faut pas écouter, des fois il faut approcher la personne et travailler avec cette personne. Et je me suis senti vraiment à l'aise avec lui, et lui de même s'est senti à l'aise avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai appris à être un assistant. C'est un défaut que nous avons au Congo. Souvent nos coachs, nous les coachs, quand on est coach principal d'un club, on se voit être assistant, c'est comme si on m'a diminué. Or, être assistant, c'est une grande responsabilité. L'assistant direct du coach, c'est comme un coach associé. C'est-à-dire, c'est un gars qui doit être très intelligent pour aider le coach principal. Donc, je pense qu'on a très bien travaillé. On a monté des stratégies défensives et offensives ensemble. C'est moi qui faisais toutes les analyses vidéo. Et il le sait, il va vous témoigner qu'il ne dormait pas. Deux fois, il s'énervait contre moi. Je dis, moi, je vais gagner. Bien qu'on n'a pas de moi, on est déjà là, on est déjà en quart de finale. On va aller en demi-finale et on va gagner. Si vous le demandez, il vous dirait que même à 3 h du matin, je lui ramenais le rapport des maths des adversaires. Comment est-ce qu'on doit travailler avec l'adversaire? Comment est-ce qu'on doit jouer contre l'adversaire demain? Et des fois, il dit, mais toi, je dis, je ne dors pas parce que je dois d'abord conclure mon travail. Voilà. Et quand on est arrivé en demi-finale, je vais vous dire vrai. On s'est parlé entre nous dans la chambre. On a dit, bon, la demi-finale, c'est contre l'Angola. C'est contre l'Angola. Même si on perd, déjà, ce qu'on a fait jusque-là, c'est déjà bon. On sera bien accueilli au pays. Mais on va tenter. Je lui ai dit, on va tenter, mais moi, je sens qu'on va gagner. Il m'a posé la question, pourquoi? J'ai dit oui, parce que moi, je viens de cette école-là. Je connais comment cette école-là fonctionne. Et si on gagnait, ça nous donnera encore plus de crédit. On doit gagner ce match-là. Et on est allé, on a gagné. Quand on a gagné, on a vu la finale, on a dit non, la finale, on ne viendra pas jouer, on viendra pour remporter. Wow. Donc c'était ça. Mais quand même, c'était une génération dorée, Maxime Chamba, Ivan Chongania. Non, mais ce sont des héros. Moi, je veux vous dire, tout athlète qui a été avec moi en Afro-CAN, quand je l'ai écrit, j'écris toujours champion. Bonjour champion. Ce sont des champions éternels. La dernière question, pour clore avec l'émission, on aurait appris que bientôt là, vous allez quitter le BCTR. J'en parle les conditionnels. On aurait appris. C'est pas d'information confirmée.
C'est pas un secret, c'est fort possible parce que déjà mon projet Terreur était prévu pour s'arrêter en 2022. J'ai fait mon projet, j'ai fait 5 playoffs, 5 Coupes du Congo avec Terreur. Wow. Je pense que bien que je n'ai pas eu une Coupe du Congo avec Terreur, mais en peu de temps, j'ai eu 2 ans comme assistant et 3 championnats comme entraîneur titulaire. Et en 3 championnats comme entraîneur titulaire, j'ai été 2 fois champion de Kinshasa. J'ai ramassé les joueurs de gauche à droite. J'ai fait connaître les joueurs qui venaient de la 2e division. Je pense que j'ai un bilan très positif chez Terreur, que personne ne va me le contredire. Donc si je quittais Terreur aujourd'hui, je serais très fier de moi et de voir mes joueurs évoluer aussi, même sans moi. Voilà, c'était là le coach Pierrot Ilunga. Vous sentez, c'est quelqu'un qui a de la matière, hein? Même si à la maison, vous allez dire, ah, bon. Nous on dit et puis on assume. Vous avez l'autorisation, vous pouvez critiquer, dire ce que vous allez penser. Nous on dit. Il a de la matière, c'est ça la réalité. C'est comme si nous étions dans une église où un pasteur nous prêchait concernant la Bible. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas venir nous impressionner ici au niveau de la fédération avec les coachs parce qu'ils viennent de la France, parce qu'ils viennent des États-Unis d'Amérique. On a des coachs capables ici de conduire l'équipe nationale de la RDC. Pierrot Ilunga, Charlie, Raven Mouimbade, Koko, tous ces coachs-là. Il faut donner la confiance aux fils, aux enfants du pays pour relever les défis. Je pense que la communication est passée. Coach Pierrot, c'était un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie pour avoir pensé à moi et me donner cette invitation. Ce n'est pas la première fois. On va revenir pour parler d'autres choses. Merci. Prince Batia, l'émission est terminée. Vous avez quelque chose à dire? Non, d'abord merci pour cette émission et j'en profite aussi devant les coachs pour vous annoncer la 2e édition du All-Star. Je pense que cette fois-ci les coachs seront là puisque l'année passée il était en Angola pendant que le All-Star s'est joué. Cette fois-ci j'aimerais qu'il soit là. On a un problème avec des avions, les caressons, il ne peut pas voyager. Alors donc le All-Star se jouera, nous espérons que ça sera la 7e rue en attendant qu'on ait la suite et ça sera le 24 décembre. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi. L'émission est à suivre sur YouTube, CML13 Télévision et sur YouTube des Youth Basketball DRC. La rediffusion, c'est à partir de 22h, voulais-je dire. Demain lundi à 16h et à 22h, vous allez suivre cette émission très importantissime avec tous les détails. Vous avez compris que l'émission était vraiment schématisée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles.